Bienvenue sur Rouge et Blanc, le premier podcast dédié à la biodiversité en Savoie-Mont-Blanc. Régulièrement, nous rencontrons les femmes et les hommes qui œuvrent au quotidien pour réussir la transition énergétique. La réduction des émissions de carbone, la préservation de l'environnement, le développement durable ou l'économie circulaire. Entreprises, associations, ingénieurs, scientifiques, hydrologues ou glaciologues, tous les acteurs s'expriment sur Rouge et Blanc pour vous informer et vous inviter à changer de paradigme. Tous ensemble, nous réussirons la transition énergétique. Rouge et Blanc ? Écoutez, on est fait pour s'entendre. Bonjour à tous et bienvenue sur Rouge et Blanc. Dans cet épisode, nous allons découvrir l'un des acteurs clés de la protection de la biodiversité, l'association IDÉ. IDÉ pour Innovation et Développement pour une économie environnementale. Mon invité Rémi Forçant est l'un des cofondateurs de l'association qui réunit aujourd'hui une centaine d'entreprises de la région Auras. Elle a pour vocation de concevoir et d'animer la transition environnementale des entreprises, quelle que soit leur taille. Rémi Forçant a créé plusieurs sociétés en France et des associations, dont Outdoor Sport Valley en 2010, qui reste aujourd'hui la référence en la matière. Il est entrepreneur, écologiste, passionné et convaincu qu'il est grand temps d'agir pour réussir la transition en changeant les modèles économiques actuels. Avec lui, nous allons parler de sobriété, de réaction, d'évolution, voire même de révolution. Nous parlerons également de ses partenaires engagés et des projets novateurs qu'il dirige, comme celui de la filière de captation de carbone. Vous l'avez compris, Rémi Forçant est un acteur engagé pour la transition économique et écologique. Rémi Forçant est mon invité sur Rouge et Blanc. Rémi Forçant, bonjour. Bonjour Thierry. Bienvenue sur Rouge et Blanc. Merci. On va présenter et parler de l'association IDÉ, une association qui a pour vocation de développer l'économie environnementale. Mais tout d'abord, on va mieux faire connaissance. Rémi, quel est ton parcours ? Alors moi j'ai un parcours qui est en 2 temps. Un parcours qui est déjà entrepreneurial. J'ai été sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes à l'initiative d'un certain nombre de projets d'entreprise, toujours tournés vers les sports de glisse, les sports outdoor. Ce qui m'a aussi ouvert des horizons nouveaux. Et donc, en parallèle de ma carrière entrepreneuriale, j'ai également été fédérateur. Et donc, j'ai eu la chance, le bonheur et la joie de développer l'association Outdoor Sports Valley, qui est née en 2009. Enfin, l'association a été créée en 2010, mais qui aujourd'hui fédère l'ensemble du monde outdoor sur toute la France et représente cette industrie à l'échelle nationale et internationale. Et cette association, donc, je l'ai quittée en 2016 pour repartir dans mes travers entrepreneuriaux. Et puis, depuis 2019, je suis sur ce projet de l'association IDÉ. Alors, quel est le but de cette association IDÉ ? Pourquoi IDÉ ? Comme une idée, en fait. Alors, c'est un acronyme. IDÉ, c'est un acronyme, donc c'est Innovation et Développement pour une économie environnementale. En fait, la gestation du projet s'est faite autour de l'idée d'accompagner les entreprises dans leur transition environnementale. Les accompagner ou de les renforcer dans cette démarche. On est tous conscients aujourd'hui qu'il existe un dérèglement climatique, que ce dérèglement climatique a des conséquences importantes sur notre vie, mais aussi sur la vie des entreprises. Et donc, en mai 2022, l'association a été lancée. Alors, elle a été créée en février 2022 et lancée en mai 2022 à l'initiative de 18 dirigeants d'entreprise dont je fais partie. Donc je suis un des fondateurs, l'initiateur du projet, mais un des cofondateurs. Et avec un principe qui est très simple, une vision qui est très simple, c'est de réassocier l'économie et l'écologie. En fait, on a toujours divisé l'économie et l'écologie, souvent politiquement. Et en fait, notre principe à nous, c'est de réassembler ces deux univers, en quelque sorte, pour n'en faire qu'un. Notre concept est très simple. C'est une économie qui ne tiendrait pas compte de l'écologie nous entraîne à la fin du monde tel qu'on le connaît. Et l'écologie qui, elle, ne tiendrait pas compte du besoin économique, du modèle économique, nous entraînerait très certainement au chaos. Donc réunir ces deux principes pour ne faire qu'un
et avancer pour vivre en harmonie avec les limites planétaires et évidemment avec notre environnement est notre credo principal. Alors il y a un vaste sujet actuellement, on parle beaucoup de diminuer la production. Alors est-ce que la baisse par exemple de la production, la baisse du PIB pourrait déséquilibrer l'économie si on décide de moins produire ? Alors là, on parle certainement de décroissance dans ces cas-là. Nous, on n'est pas sur ces principes, bien que la décroissance sera forcément quelque chose que les entreprises doivent aborder. Et ça, c'est une décision des dirigeants d'entreprise. Nous, notre principe, c'est plutôt d'encourager ou d'accompagner la sobriété. C'est vraiment 80% de nos actions sont tournées autour de la sobriété. C'est comment permettre aux entreprises de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre, puisqu'en fait, le dérèglement climatique, c'est d'abord, avant tout, les émissions de gaz à effet de serre. C'est l'objectif principal. Donc nous, on travaille beaucoup sur la sobriété. Vous aviez senti à l'époque, en 2020-2022, au lancement de l'association, qu'il y avait un manque justement de ce côté-là pour accompagner les entreprises ? En réalité, la transition environnementale, c'est une révolution extrêmement rapide. On ne peut même pas la comparer à d'autres révolutions, type la révolution industrielle, qui s'est, comme vous le savez, faite en 100 ans. Là, on est dans une accélération qui est liée à notre avenir, l'avenir de l'humanité. C'est-à-dire que on a quand même des bases qui nous permettent de comprendre, des bases scientifiques qui sont alimentées par les chercheurs du GIEC, les scientifiques du GIEC, et qui nous permettent de savoir que si on dépasse la limite de 2 degrés à l'échelle planétaire, on rend le dérèglement climatique hors de contrôle. Donc l'ambition, c'est d'essayer d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris qui a été signé lors de la COP21 en 2015, et qui justement entraîne un certain nombre de conséquences pour les citoyens, mais aussi pour les entreprises. Et pour les entreprises, cela se traduit par des réglementations qui sont de plus en plus fortes, de plus en plus rapides, et que la plupart des entreprises ne savent pas appréhender. Et donc notre modèle à nous, c'est justement d'accompagner les entreprises pour une meilleure compréhension des enjeux. Et puis, sans oublier quand même qu'on a un grand nombre de chefs d'entreprise qui sont aussi des citoyens et qui ont envie d'accélérer parce qu'ils ont eux-mêmes conscience de ce dérèglement. Ils se rendent compte que ça ne peut pas continuer comme ça, qu'ils ont des enfants, des petits-enfants et qu'il faut vraiment qu'ils agissent. Donc en fait, il y a à la fois le côté légal et à la fois le côté vertueux. Ce sont des chefs d'entreprise responsables, comme on dit. Quelles sont justement ces entreprises qui font partie de l'association ? Est-ce que ce sont des entreprises des pays de Savoie ou plus largement de la France ? Alors, le scope de l'association IDÉ, c'est la région Auvergne-Rhône-Alpes. Mais en fait, on est né sur le bassin annécien. On s'est associé d'ailleurs, on en parlera peut-être après, à une organisation qui est également sur la vallée de l'Arve. Et donc, on rayonne principalement sur les 2 Savoies actuellement. Donc, l'association est née en mai 2022. Et en fait, aujourd'hui, on a 110 entreprises membres, ce qui est un score assez important. Si je m'en réfère au score qu'on avait à l'époque de la Outdoor Sports Valley, on avait une 60aine de membres au bout de 2 ans. Donc en fait, on a quand même une adhésion assez rapide des entreprises à notre projet. C'est un projet qui d'ailleurs, je dois le préciser, est financé par les adhésions des entreprises uniquement. On n'a actuellement aucun financement de collectivités ou d'organisations publiques, excepté la ville d'Annecy qui nous aide sur un projet dont on parlera tout à l'heure pour peut-être réunir les gens dans une démarche vertueuse. Mais notre financement est lié uniquement à du fonds privé. Et en fait, évidemment, le nombre d'adhésions est pour nous très significatif sur nos actions et sur la vitesse à laquelle on peut développer nos actions. Quel est le profil de ces entreprises ? Est-ce qu'elles polluent, entre guillemets, ou pas du tout, mais se sentent sensibilisées ? Alors, déjà, il faut vraiment noter qu'on n'est pas dans le jugement. On n'est pas là pour sélectionner les bons et les mauvais élèves. Nous, on accueille tout le monde. Ce qui compte pour nous, c'est de faire des pas. Et des fois, il y a des entreprises qui s'adressent à nous, qui sont absolument à l'échelle zéro de leur transition écologique, et on les accompagne déjà dans le premier pas. Et donc, pour cela, on a mis en place une feuille de route en 10 points, qui permet à chaque entreprise, quelle qu'elle soit, de trouver une chronologie des choses à faire pour démarrer ou accélérer ou parfaire sa transition écologique. Et donc, pour revenir aux typologies d'entreprises, on a des entreprises de tout secteur et de toute taille. Donc, on a des entreprises qui peuvent être des start-up ou même des consultants. Puis, on a aussi des multinationales à tout niveau. Hein. Dans nos membres, on a des gens comme Somfy, Maped, Ubisoft, Salomon, Lafarge, la Banque Populaire Auvergne-Rhône-Alpes, Biocoop, mais aussi des entreprises plus modestes, comme par exemple Picture Organic Clothing. Voilà, on a aussi des start-up comme Saola, on a pas mal d'entreprises de tout secteur
secteurs confondus, aussi bien d'ailleurs du sport outdoor, d'où sont mes racines, que de secteurs qui sont des secteurs montrés parfois un peu du doigt sur leurs émissions de gaz à effet de serre. Donc du coup, tout le monde est rentré dans ce projet d'appliquer cette feuille de route. Donc je dois préciser quand même qu'une grande partie des entreprises sont au démarrage de la feuille de route. Il n'y en a pas beaucoup qui sont déjà dans un aboutissement total de cette feuille de route. Et en fait, notre ambition, c'est de les accompagner pas à pas, sans juger, en leur mettant quand même vraiment en exergue le fait que la législation se durcit et qu'il faut quand même accélérer sur bien des aspects, en tout cas pour faire que l'entreprise soit encore existante dans quelques années. Alors concrètement, ça se passe comment ? Parce que j'imagine que chaque entreprise a un niveau différent, il y a des calendriers dans cette feuille de route, chacun intervient. Est-ce que ce sont les salariés de l'entreprise qui interviennent directement ou le staff, la direction ? Tout dépend. On a des entreprises où les salariés peuvent s'impliquer et on en a d'autres où le relais est fait directement par la personne qui suit les actions de l'association et retransmet en cœur de l'entreprise un certain nombre de connaissances, de savoirs ou même d'outils que l'entreprise peut utiliser à son avantage pour accélérer sa transition. Est-ce que dans l'entreprise, il y a un référent justement pour la transition qui est l'interlocuteur de l'entreprise par rapport à l'association ? Relativement peu, que dans les grandes entreprises où nous avons des responsables RSE, et c'est le cas par exemple de Somfy ou de MAPED, des entreprises qui sont structurées et qui ont effectivement à la fois des équipes qui sont formées et des organisations qui sont avancées dans ce domaine, qui sont souvent d'ailleurs la RSE en général. Nous, on est uniquement sur le pilier environnemental de la RSE, mais dans la plupart des entreprises, notamment les PME ou les TPE, c'est souvent le dirigeant. Et en fait, là, souvent, c'est aussi une question de temps. On donne, nous, la priorité à la fin du monde, comme on dit, mais la fin du mois est prégnante. Et bien souvent, les chefs d'entreprise qui sont contraints par l'actualité, par des changements importants, on a vu récemment avec les modèles énergétiques, font de leur mieux pour accompagner l'entreprise dans cette transition. Donc, c'est un enjeu important pour tout le monde, mais compliqué aussi à mettre en œuvre. Et c'est pour ça que nous, on est là pour apporter à la fois une écoute, un soutien, une démarche, des outils, des moyens et des connaissances. Et concrètement, ça se déroule comment ? Il y a des rendez-vous fixes, réguliers, en fonction du suivi de la feuille de route ? Oui. Alors d'abord, on a des outils qui sont en ligne. Si on va sur notre site internet, on ne voit pas grand-chose parce qu'un certain nombre d'accès sont réservés uniquement à nos membres. Mais en revanche, on a pour nos membres des accès qui permettent à la fois d'aller chercher des outils. On a fait une stratégie en plusieurs piliers. On a 4 piliers. On a un pilier formé où on amène des outils de formation, de sensibilisation, de connaissances. Ça peut être de la sensibilisation au dérèglement climatique, ça peut être des formations continues et on est en train de travailler sur des projets de formation académique. On a également des webinaires, on a également des conférences qui permettent de s'éduquer sur certains sujets, notamment des sujets juridiques. Et puis, on a un axe mutualisé qui, lui, consiste à mutualiser les moyens, les outils et les actions pour permettre aux entreprises de bénéficier dans de meilleures conditions à l'accès à l'information ou aux outils, aux moyens. C'est le cas, par exemple, de bilan carbone ou de choses comme ça qui, souvent, sont assez compliquées à mettre en œuvre, parfois chères pour des entreprises. Nous, on a voulu rendre ça simple et moins cher. Et donc, on travaille évidemment avec des partenaires qui sont des partenaires agréés et qui permettent d'accéder à ces outils de façon plus aisée, de façon plus facile et moins coûteuse. Justement, pardon. Et on a un axe qui s'appelle l'axe Agir, où là, on fait du partage de connaissances. Donc, cet objectif, c'est un peu ce qui s'est fait, on s'est vu il n'y a pas très longtemps. L'objectif, c'est de mettre un sujet d'actualité en principal thème, de faire du témoignage d'une action qu'on peut mettre en œuvre pour cette actualité, et puis le témoignage d'une entreprise, et ensuite on partage cela entre les différents acteurs des entreprises présents pour dire, moi j'ai fait ci, ça a bien marché, ou j'ai pas fait ça et j'aimerais savoir comment je peux m'y prendre. Et ce partage entre pairs a une vraie vertu, c'est de se rendre compte que les choses sont possibles à mettre en œuvre et que parfois même faciles à mettre en œuvre. Et puis enfin, on a un axe qu'on appelle accompagner, qui lui permet d'accompagner un certain nombre de démarches en particulier. On en reparlera tout à l'heure sur un projet de filière
séquestration carbone, mais on a également réuni les entreprises du monde du numérique qui, elles, ont un impact sur le climat qui est très important, mais qui est aussi très particulier, puisqu'en fait, leur mode de fonctionnement est lié à leur outil principal de travail, qui est le numérique. Et donc, on a mis en place avec elles un certain nombre d'actions, et on a réuni dans ce groupe la plupart des entreprises du numérique du territoire, qui sont, comme vous le savez, des entreprises qui ont pignon sur rue à l'échelle nationale, aussi bien dans le jeu vidéo, dans le film d'animation ou dans le numérique traditionnel. D'après ce que je comprends, l'association ID est également un formidable moyen de réseauter entre entreprises, partage d'informations, échange d'expériences. Oui. Le principe, c'est d'abord d'être une association. Donc, en fait, une association, on y adhère sans attendre un retour en particulier quelconque, financier. Le principe, c'est d'abord d'être un réseau. Puis ensuite, en travaillant ensemble, on met en place des moyens, des outils, des connaissances, comme je le disais tout à l'heure. Mais effectivement, c'est d'abord un réseau auquel on adhère pour se rassurer, pour mieux comprendre comment faire face à ces défis qui sont extrêmement importants. On a des législations qui sont évolutives et à des vitesses rapides pour beaucoup d'entreprises. Quand on parle de la loi APER, de la loi AGEC, du décret tertiaire, c'est presque du charabia. Et donc nous, on décrypte ces informations pour justement les aider à comprendre et à mieux s'emparer de ces décisions. Et puis, il y a aussi pour la partie réseau, la partie exemplarité. C'est-à-dire qu'en fait, on a des entreprises qui nous ont rejointes, qui sont exemplaires, d'autres qui le sont moins, et qui donc du coup font rayonner leur exemplarité et donnent à ceux qui n'ont pas mis en œuvre une accélération de leur transition l'envie d'aller plus loin, parce qu'elles se rendent compte que ça règle aussi des problèmes de RH, ça peut régler aussi des problèmes de relations clientèle, et c'est surtout, ça permet de se mettre dans une perspective de survie, parce qu'en fait on sait que dans quelques temps les lois vont évoluer et il va y avoir un pilier extra-financier qui permettra aux entreprises à la fois d'afficher leur santé économique et leur santé environnementale. Et toutes les entreprises qui n'auront pas mis en place ce pilier extra-financier, qui sera managé par l'ADEME, BPI et la Banque de France, ont un enjeu de survie. C'est-à-dire, en fait, auront probablement du mal à retrouver des financements, trouver des crédits bancaires ou même des taux bonifiés si leur note est basse, etc. Donc, du coup, c'est un enjeu important. C'est un pilier dont on entend beaucoup parler en ce moment, le CSRD, et qui a un impact sur l'avenir vital des entreprises. Qui se mettrait en place dans combien de temps ? À partir de 2024, avec probablement une mise en œuvre en 2025. Est-ce que c'est fait pour accélérer le mouvement, parce que l'État sent que les entreprises sont un peu à la traîne, entre guillemets ? Alors, le CSRD, c'est clairement une ambition de faire accélérer les choses. Donc, c'est le pilier extra-financier dont je parlais à l'instant. En fait, l'État est contraint par l'accord de Paris, l'accord de Paris qui a mis en place des obligations pour les États. Si l'État n'atteint pas ses objectifs, alors l'État aura forcément à payer des fortes amendes, des taxes, etc. Et donc aujourd'hui, ça se fait par niveau de cascade. C'est-à-dire l'Europe met la pression sur l'État met la pression sur les entreprises et l'entreprise met la pression sur les citoyens. Et en fait, c'est un enjeu vertueux, clairement, mais c'est un enjeu stratégique aussi pour la France, pour l'Europe, pour le monde, et même pour notre survie quelque part. Est-ce qu'on est dans le timing de ce qui est prévu par les accords de Paris, la décarbonation pour 2050 ? Où se situe le curseur en fait sur l'échelle du temps ? On n'est pas bien du tout. L'accord de Paris en fait avait fixé la limite à ne pas franchir à 2 degrés, mais on s'était imposé une limite à 1,5 degré pour être sûr de ne pas atteindre les 2 degrés. En réalité, l'accord de Paris qui a été signé en 2015 prévoyait qu'on ne dépasse pas les 2 degrés maximales de température en 2100, à la fin du siècle. Or aujourd'hui, on lit tous les jours dans les journaux, la France est déjà à 2,7 d'augmentation de température 8 ans après. Donc on est plutôt sur une trajectoire 3 degrés. Le ministre de la Transition écologique, Béchu, a annoncé qu'il fallait se préparer à s'adapter à un risque de courbe à 4 degrés. D'après les scénarios du GIEC, 4 degrés, c'est un scénario presque apocalyptique. On est avec une augmentation très importante des sécheresses, des catastrophes naturelles, des difficultés pour beaucoup de régions de France d'accéder à l'eau, à la nourriture même, puisqu'en fait, quand il fera 50 degrés sur des périodes de plusieurs jours, voire plusieurs semaines, plus rien ne pourra pousser. Donc en fait, on a vraiment des enjeux importants. Et là, en fait, c'est même assez stressant de voir qu'on n'arrive pas à respecter ces ambitions.
émissions, parce que personne ne peut imaginer ce que peut être un scénario à 3 ou 4 degrés réellement. Les scientifiques du GIEC n'en ont même pas une vision très claire, mais ce qu'on est sûr, c'est que ça va définitivement changer le monde dans lequel on vit. Est-ce que c'est pas lassant de voir que la France fait des efforts, mais qu'en Inde, en Chine, avec les nuées de vapeur et de pollution, ou les États-Unis avec la hyperproduction, est-ce qu'il n'y a pas, ça contrebalance pas tout ce qui est fait, tous les efforts qui sont faits justement? C'est une question intéressante parce que c'est une question c'est une remarque que j'entends souvent. En fait, il faut pas associer le dérèglement climatique à la quantité de population. En réalité, il faut savoir qu'un habitant de France, en moyenne, émet 10 tonnes de CO2 par an. Un habitant de l'Europe, en moyenne, environ 15 tonnes. Un Américain, environ 30 tonnes. Mais un Africain, un Indien et un Chinois sont, si on divise l'émission par habitant, sont bien en dessous. C'est entre 1 et 3 tonnes environ. Et donc, du coup, c'est surtout notre mode de vie qui est à remettre en cause. Parce qu'en fait, je parlais tout à l'heure d'exemplarité. Beaucoup de gens quittent leur pays d'origine aujourd'hui pour venir se réfugier chez nous parce que c'est notre mode de vie qui les attire. Et en fait, notre mode de vie, c'est celui qui fait qu'aujourd'hui, le dérèglement s'accélère. Et donc, c'est pas facile à accepter, c'est pas facile à imaginer, mais il est probable que la vie qu'on a menée jusqu'à aujourd'hui ne soit plus possible dans les décades à venir, dans les décennies à venir, tout simplement parce qu'en fait, il est plus envisageable de continuer à prélever autant de ressources et émettre autant de gaz à effet de serre dans un monde qui deviendrait de moins en moins vivable sur un grand nombre de zones géographiques. Donc aujourd'hui, la stratégie qu'on doit mettre en place, c'est évidemment de se poser la question individuellement et collectivement sur notre mode de vie, de réduire notre mode de vie pour réduire nos émissions et faire en sorte que la différence entre ceux qui émettent le moins et ceux qui émettent le plus, c'est-à-dire nous, soit la plus réduite possible. Contraindre les populations à ne plus faire d'enfants, c'est un scénario qui est inimaginable. Et donc, en revanche, éduquer tout le monde pour que, en fait, on soit moins consommateur et qu'on émette moins de gaz à effet de serre dans nos modes de vie. Et les modes de vie, c'est aussi bien le logement, la mobilité, ce que l'on mange, nos loisirs, ce que l'on fait, en fait, en général, ce que l'on achète et ce que l'on consomme. Bien ça, c'est vraiment la solution. C'est vraiment la solution dans laquelle on doit se diriger. Et d'ailleurs, l'accord de Paris proposer qu'on atteigne 2 tonnes par habitant en 2050. Or, 2 tonnes par habitant, c'est une division par 5 de notre mode de vie d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ça nous contraindrait beaucoup. Voilà. Et donc, aujourd'hui, il y a pas mal de gens qui se mettent la main sur les yeux en disant non, mais moi, j'aimais moins qu'un Chinois ou moins qu'un Américain. Alors qu'un Américain, c'est certain, qu'un Chinois, c'est pas sûr. Et bien au contraire, parce qu'en fait, une partie des émissions qui sont faites en Chine sont faites par rapport à notre mode de consommation. Exactement. Et donc, en fait, on est responsable de ce qui se passe aussi en Chine parce qu'on achète la plupart de nos produits en Chine. Il faut vraiment changer de comportement, changer de paradigme, en fait. En fait, on n'a pas le choix, c'est même pas une question à se poser. Aujourd'hui, on parle de la survie de l'humanité, c'est-à-dire des économistes très connus, comme Gaël Giraud, par exemple, évoquent la possibilité qu'il y ait un 22e siècle sans humanité. Donc, on n'est pas loin quand même. Donc, il faut vraiment y penser comme ça, et il faut arrêter de se mettre des scénarios du pire devant les yeux à chaque fois, parce qu'en fait, nous, avec IDÉ, avec l'association IDÉ, on voudrait penser que le dérèglement climatique, qui entraîne donc des changements de comportement et qui encourage la transition environnementale des entreprises, soit aussi une opportunité. Et cette opportunité, en fait, on aime bien la mettre en avant parce que c'est assez inédit. La dernière fois qu'il y a eu une telle opportunité, c'était en 1850 avec la révolution industrielle. Aujourd'hui, la transition environnementale va permettre un changement incroyable de modèle de société. Et ça ne veut pas dire le fait de moins consommer, ça ne veut pas dire qu'on sera plus malheureux. Ça veut dire qu'on aura une différence de mode de vie. Peut-être qu'il n'est pas nécessaire qu'on ait tous des voitures, qu'on ait tous autant de vêtements, autant de matériel chez soi. On peut peut-être aussi trouver des modes de consommation différents, basés sur la réparation, le recyclage, la réutilisation, le partage, la location, etc. Et puis, changer aussi nos modes de vie au niveau alimentaire. On voit qu'il y a aussi des conséquences de notre mode de vie aussi sur notre santé, clairement. On vit plus longtemps, mais en fait, on vit plus longtemps parce qu'on a une médecine qui nous tient en vie plus longtemps, mais
mais est-ce qu'on peut pas revenir à des bases plus saines? Voilà, toutes ces questions-là, il faut se les poser individuellement, collectivement, en se disant que de toute façon, si on n'y met pas tous un peu de bonne volonté, on n'y arrivera pas. Et ça, c'est le principe de notre association. On a une feuille de route en 10 points et on demande à chaque entreprise qui nous rejoint de respecter cette chronologie de transition parce qu'elle permet d'avancer. Et en fait, on ne juge pas à la vitesse à laquelle les entreprises peuvent se permettre d'avancer ou pas. Comme je le disais tout à l'heure, les fins du mois sont parfois compliquées pour un certain nombre de chefs d'entreprise, particulièrement en ce moment. Et donc, notre ambition, c'est de les accompagner en tenant compte de leurs difficultés à avancer, de leur niveau d'engagement, etc. etc. Et de créer cette démarche en montrant l'opportunité que ça peut représenter. On sait qu'aujourd'hui, la plupart des métiers qui seront mis en œuvre en 2050 ne sont même pas encore inventés. Et on voit déjà des changements radicaux. D'ailleurs, les entreprises sont bien sensibles à cette démarche-là. La difficulté d'embaucher est absolument incroyable aujourd'hui. Ça veut dire que par votre association et les entreprises, vous souhaitez toucher les salariés, le grand public en quelque sorte, grâce aux entreprises. Voilà, c'est-à-dire qu'en fait, pour nous, l'entreprise est un socle indispensable de notre société. Je le précisais dans notre vision de base entre écologie et économie. Et donc, l'économie, qui est donc représentée par les entreprises, est aussi un vecteur de communication, un vecteur d'exemplarité. Et en fait, quand on accompagne sur le premier point de notre feuille de route les entreprises dans leur sensibilisation au dérèglement climatique et aux limites planétaires, on entraîne leurs salariés à prendre cette sensibilisation à leur compte également. Et donc derrière, on sait qu'il y a un taux de basculement qui est important. C'est-à-dire en fait, le taux de basculement, il est de 17 à 20%. Quand on dit qu'une tendance devient une mode, quand 17 à 20% d'une population l'adopte, pour le climat, c'est la même chose. C'est-à-dire en fait, si on prend conscience et on a connaissance des raisons et de la façon dont on peut agir pour le dérèglement climatique, il suffirait qu'une 20% de la population ait décidé de se mobiliser pour que les autres finalement suivent cette tendance et adoptent de cette tendance pour changer leur comportement. J'aimerais que vous nous présentiez, Rémi, le comité scientifique de l'association IDÉ pour qu'on puisse mesurer le degré d'expertise justement de l'association. Alors, effectivement, j'en ai pas parlé, mais à l'initiation de l'association, il y avait donc 18 membres fondateurs. Et en fait, on s'est aussi appuyé sur un collectif de scientifiques, scientifiques ou d'organisations qui... Des spécialistes. Des spécialistes, voilà, pour être sûr qu'en fait, on ne s'égare pas dans de mauvaises voies ou qu'on peut même trouver auprès d'eux des ressources pour appuyer nos démarches. Donc, il y a, au sein de notre collectif, on appelle le COS, Comité Opérationnel Scientifique, il y a l'Université Savoie-Mont-Blanc, enfin la Fondation de l'Université Savoie-Mont-Blanc, qui nous accompagne à la fois avec ses connaissances, ses moyens, mais aussi ses laboratoires. Si on en avait besoin. On a Jean-Baptiste Bosson, qui est un glaciologue localement très connu et qui aujourd'hui même a une action au niveau de notre État, du gouvernement. On a Pierre-Yves Longaretti, qui en fait représente une organisation qui s'appelle STIP, mais qui est également chercheur à l'INRIA, au CNRS et qui est à l'Université de Grenoble. On a Stéphane Victor, qui est l'héritier, enfin le fils de Paul-Émile Victor, et qui est le garant de la fondation Paul-Émile Victor à nos côtés. Et puis on a également un médecin généraliste à la retraite qui lui nous accompagne sur la santé environnementale. On parle jamais de la santé environnementale, mais l'impact de l'environnement, on en parlait il y a quelques instants, les émissions de polluants en Chine, en Inde, etc., dont on voit souvent les images, mais qui ne sont pas absentes de chez nous. On voit que même dans nos montagnes, on a un grand nombre de jours où on est en alerte pollution. Eh bien, ça a des conséquences sur la santé des populations et on pourrait même voir notre niveau de vie s'inverser aussi, ou en tout cas notre longévité s'inverser à cause de la pollution. Et puis on a Mathieu Mangeot, qui est également un chercheur plutôt sur la partie scientifique, mais de recherche sur le numérique, scientifique numérique, qui nous accompagne également. Donc voilà, notre comité opérationnel scientifique est composé de 6 entités ou 6 personnes qui nous ont rejoints dès le début. Et puis on a également, et je tiens à les saluer, une équipe exécutive qui est donc dirigée par Valériane Cabrera, et on a 3 personnes qui nous accompagnent dans cette démarche-là. Donc on a Valériane qui est la coordinatrice de l'association, et puis après on a une personne à la communication et une personne à l'administratif. Donc administratif parce que comme toute association, on a de l'administratif à gérer. Oui, en France, il y a toujours de l'administratif. Oui. Est-ce que le fait que l'on soit en Savoie-Mont-Blanc, un territoire d'une richesse exceptionnelle, que ce soit les lacs ou les montagnes, ça donne une connotation plus spécifique au territoire dans vos actions ?
Bien sûr, parce qu'en fait, notre territoire a des particularités. On parlait tout à l'heure de la Outdoor Sport Valley. En fait, c'est un territoire où on a énormément d'entreprises outdoor parce qu'il y a un terrain qui est propice à la pratique des sports outdoor. Le tourisme, c'est également un enjeu important, et l'enjeu des stations de montagne est un enjeu vital pour nos territoires. C'est à la fois comment maintenir une certaine économie en montagne tout en préservant le cadre des montagnes, enfin les espaces naturels en particulier. Et puis on a aussi d'autres particularités. On parlait de la filière numérique qu'on a mis en place, mais on est quand même le territoire qui portons le Festival international du film d'animation, et ça c'est une particularité unique en France. Voilà, donc on est un territoire qui à la fois est très ouvert, mais aussi a ses particularités, et cette particularité, nous on est heureux de pouvoir y participer. Et je voudrais aussi rajouter que c'est un territoire entrepreneurial. En fait, on a en Haute-Savoie en particulier une base très forte d'entrepreneuriat, et j'en suis un exemple puisque j'ai entrepris à plusieurs reprises. Mais en fait, voilà, rien que sur Annecy, le Grand Annecy, il y a quasiment presque 10 000 entreprises. Et donc nous, comme notre ambition est d'accompagner toutes les entreprises, finalement, le terrain de jeu, entre guillemets, est extrêmement large. Il y a encore de quoi faire. Oui. Parlez-nous également des différentes associations qui rayonnent dans notre territoire et qui ont à cœur, comme nous, de traiter de la biodiversité. Il y a des partenariats qui se nouent avec l'association IDÉ et d'autres associations du territoire. Alors, un des premiers partenariats qu'on a signé, on en est très fiers, c'est avec Asters, le Conservatoire des espaces naturels. Ça nous permet de travailler évidemment sur la protection de la biodiversité et la protection des espaces naturels, et d'envisager également des collaborations avec les entreprises sur justement les émissions de certificats carbone, des choses comme ça. Donc c'est un partenariat qui est un partenariat de la première heure. Puis récemment, on a signé un partenariat avec le réseau Green. Le réseau Green, c'est le réseau qui, en fait, nous ressemble trait pour trait, et qui est installé dans la vallée de l'Arve, dont le siège est à Cluses, et qui regroupe plutôt des entreprises situées dans la vallée de l'Arve. Et en fait, en associant nos deux réseaux, on a permis à nos membres d'être membres du réseau Green, et aux membres de Green de devenir membres du réseau IDÉ gratuitement. C'est-à-dire, en fait, l'adhésion de l'un permet l'adhésion de l'autre sans surplus d'argent. Et puis, encore plus récemment, on a signé un partenariat avec Solucir, qui est l'organisation qui encourage et qui aide à l'économie circulaire, qui est représentée sur les deux territoires, Savoie et Savoie. On se côtoie depuis le début, on n'avait jamais trouvé vraiment le temps de signer un partenariat. C'est chose faite, et on va pouvoir avancer main dans la main avec nos partenaires de Solucir, comme c'est le cas avec le réseau Green, avec lequel on a eu un événement important il n'y a pas très longtemps sur la Roche-sur-Foron à Roche Expo, où on a créé le forum de la mobilité, et on a permis aux entreprises de venir gratuitement exposer et gratuitement visiter cet événement pour améliorer leur performance en matière de mobilité pour les salariés, mais aussi pour les citoyens. On aura l'occasion sur Rouge et Blanc de rencontrer toutes ces associations dont vous venez de parler. Absolument. Puisque des rendez-vous sont déjà fixés. On aura Absolument. Le plaisir de les découvrir ensemble plus précisément. Vous êtes très actif au niveau de l'animation, de la création d'événements. Chacun crée un événement et invite justement l'autre association. Ça crée une émulation, tout ça. Ça permet d'aller peut-être plus vite dans la démarche. Oui, alors... Par exemple, pour le Forum de la mobilité à La Roche-sur-Foron, on construit l'événement, et on a partagé les dépenses, et on a partagé les partenariats avec des gens qui nous ont permis de financer l'événement. Et on a invité nos membres, et même plus que largement nos membres, chacun de notre côté, de façon à avoir un événement qui aujourd'hui me semble bien réussi et qui nous donne envie d'en faire une deuxième édition l'année prochaine. L'objectif, c'est de permettre au réseau avec qui on s'associe de profiter des efforts qu'on a fait de part et d'autre, c'est-à-dire en fait de ne pas refaire la roue, comme on dit, et de réinventer la roue, et de pouvoir justement avancer plus vite. En fait, notre seule ambition avec l'association IDÉ, c'est d'accélérer la transition environnementale. Et j'ai oublié de préciser, mais l'ensemble du conseil d'administration, y inclut moi-même, sommes bénévoles. Et en fait, pourquoi on est bénévole ? Parce qu'en fait, on pense que c'est très important d'accélérer. Ça donne un sens, bien évidemment, à notre vie, mais pas seulement. Et on a envie d'encourager les gens à nous rejoindre aussi, parce que on y met tous de la bonne volonté, et on a tous envie de faire que l'avenir soit possiblement rayonnant pour nous et nos enfants. Comment on peut vous rejoindre, justement ? Bonne question. Quelles sont les conditions d'adhésion à l'association IDÉ, Rémi ? Alors, l'association IDÉ, c'est une association loi 1901
En fait, on y adhère par démarche spontanée. Il faut aller sur notre site internet, il y a un onglet adhérer, et en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise, il y a une cotisation qui est validée tous les ans d'ailleurs par le conseil d'administration de l'association et qui est à payer au moment de l'adhésion. Et en fait, elle est dégressive trimestre par trimestre. C'est-à-dire, en fait, si elle est de 500 ou 1000 en début d'année, chaque trimestre, on enlève un quart du montant de l'adhésion. Normalement, l'adhésion ne devrait pas être un coût pour l'entreprise, puisqu'en fait, on est censé apporter quand même un certain nombre de moyens et d'outils. Alors, pour ceux qui sont les plus actifs à nos côtés, l'adhésion, elle crée même un gain quelque part, dans le sens où c'est du autant de travail à ne pas faire en interne. Et pour ceux qui participent de loin, c'est une cotisation pour encourager le groupe à avancer et à avancer encore plus vite. Sinon, est-ce que l'adhésion, est indexée sur le chiffre d'affaires de l'entreprise, peut-être ? Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en fait, on a une cotisation basique pour les startups qui est de 100 €, qui est une cotisation plancher. Et la cotisation la plus élevée pour les grands groupes, c'est 7 500 € pour l'année. Et donc, entre ces deux montants, il y a des montants, il y a 200 €, 500 €. Pour des indépendants. Il y a en fonction des tranches de chiffre d'affaires. Donc, on a essayé d'arbitrer ça de façon homogène et en respectant effectivement les niveaux de chiffre d'affaires de nos membres. Le grand public ne peut pas encore adhérer. Non, mais en revanche, on ouvre nos actions au grand public et en fait, dans l'agenda qui est en ligne sur notre site, on a mis en place des fresques. Alors, il y a fresques du climat, fresques de l'économie circulaire, fresques du numérique, enfin, tous les fresques qui peuvent exister. Et on permet un accès gratuit aux citoyens, aux citoyens de la ville d'Annecy, par exemple. Du Pays de Savoie. De Pays de Savoie, de venir nous rejoindre et de participer de façon hebdomadaire à une fresque du climat notamment, qu'on organise toutes les semaines sur le territoire. Et là, c'est à la fois ouvert à nos membres, bien sûr, aux entreprises qui, elles, doivent s'acquitter d'un petit montant. En revanche, pour les citoyens, c'est totalement gratuit et c'est pas forcément nécessaire d'être membre de notre association. De toute façon, les adhésions ne sont réservées qu'aux entreprises dans notre association. Donc, Et sur le site internet, on peut également mesurer son taux de carbone. Oui, alors c'est quelque chose dont on s'est emparé mais qui n'a pas été fait par nous. On peut effectivement mesurer son impact carbone. C'est une démarche qui est vraiment essentielle pour que chacun comprenne où il en est et pense bien qu'effectivement c'est pas l'Africain ou l'Indien qui est responsable du dérèglement, mais que c'est bien son action personnelle. Ce qui est intéressant, c'est de le faire en famille. C'est assez ludique. C'est un site internet qui a été développé par l'ADEME qui vous permet de mesurer votre empreinte carbone. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de la faire en famille, puis ensuite de la refaire tous les 6 mois pour voir si effectivement on a réussi à progresser. De toute façon, l'ambition, c'est d'arriver à 2 tonnes. C'est l'accord de Paris qui le prévoit. Et de voir qu'effectivement, pour arriver à 2 tonnes, ça va demander des efforts importants. Vous vouliez nous parler justement d'un projet de filière de captation carbone. Qu'en est-il ? Oui, depuis le début, on parle de sobriété. Et c'est d'ailleurs le motif principal de notre association. C'est d'encourager la sobriété des entreprises et des citoyens. Mais en fait, une fois qu'on a dit ça, on continue quand même d'émettre du carbone. C'est-à-dire qu'en étant sobre, ça ne veut pas dire qu'on a 0 émission carbone. Donc en fait, on pense qu'il est nécessaire de travailler également sur la séquestration carbone. La séquestration carbone qui est un enjeu stratégique pour notre pays, puisque c'est un enjeu aussi stratégique pour les autres pays. On voit aujourd'hui beaucoup d'engagements. L'administration Biden aux États-Unis a posé $1 milliard il y a quelques temps. On sait que des industriels comme Elon Musk s'y intéressent de près. Ils ont lancé un appel à projet international avec une dotation financière de l'ordre de $100 millions. Les pays d'Europe du Nord sont déjà engagés, l'Angleterre, l'Islande, les Pays-Bas, l'Allemagne, etc. Et la France, en fait, est rentrée dans une démarche qui, en fait, est monotâche. C'est-à-dire, en fait, on va sur la séquestration, mais uniquement sur la captation carbone à la sortie des productions, à la sortie des usines, si je peux faire une image. Et donc, pour ça, il y a une organisation en France qui s'appelle le Club CO2, qui regroupe une vingtaine d'entreprises, les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre, de CO2. Et en fait, le principe, c'est plutôt l'enfouissement. Donc, on capte, si on peut faire une image, on met un gros pot d'échappement à la sortie de l'usine et on enfouit le CO2 dans le sol. Et puis, au bout d'un certain temps, ça devient une formation géologique. Et du coup, c'est une solution qui est assez efficace puisqu'en fait, on capte directement le CO2 et simplement, elle s'adresse à des gens qui émettent beaucoup de CO2. Et nous, en fait, on travaille à la mise en œuvre d'un projet de filière qui
qui en fait n'est pas considérée encore comme une démarche stratégique par la France, mais pourrait le devenir très prochainement compte tenu des enjeux au niveau national et international. Et en fait, nous, notre objectif, c'est de travailler sur 4 axes. Donc l'axe dont je viens de parler, qui est l'enfouissement, mais aussi le DAC, le Direct Air Capture, qui est en fait un modèle de captation atmosphérique. Pour faire simple, pour donner une image aux auditeurs, c'est un gros ventilateur qui brasse de l'air et qui trie les particules, l'air, le carbone, etc. Alors il faut à ce jour beaucoup d'énergie pour faire tourner ces ventilateurs, donc c'est pas très rentable, mais tous les jours il y a des innovations qui sortent, il y a des chercheurs qui arrivent à trouver des principes plus économes, etc. Enfin, et donc voilà, c'est une voie dans laquelle il faut également s'intéresser, et aujourd'hui la France ne l'a pas fait, donc nous on est très surpris. On a interpellé un certain nombre d'élus pour leur faire part de notre ambition et de leur faire part de notre surprise aussi. Et ensuite il y a 2 autres aspects dans notre projet qui sont des aspects importants, c'est le puits carbone naturel, et donc là le partenariat avec Asters, le conservatoire d'espaces naturels, prend tout son sens. C'est-à-dire en fait on voudrait aider à préserver, à développer ou à encourager la mise en œuvre de nouveaux puits carbone naturels au travers de tourbières, de marais, de forêts. Enfin, on sait tous que les arbres captent du carbone. Et puis il y a un dernier axe qui nous plaît aussi beaucoup, c'est le domaine agricole. Le domaine agricole est en train de revoir sa copie, hein, les sécheresses consécutives, les tempêtes, la grêle, etc. fait que beaucoup de modèles agricoles s'écroulent aujourd'hui. On sait qu'il y a des zones où on ne pourra plus cultiver comme avant, il fait trop chaud. Ils sont directement impactés. Ouais. Mais par contre, le modèle agricole est aujourd'hui une source d'espoir pour capter du carbone. On sait qu'il y a des végétaux qui sont très captateurs de carbone. Je prends l'exemple du chanvre qui est aujourd'hui sur des filières en France qui sont en train d'exploser en volume. Le chanvre, dans le chanvre, tout est bon. On peut faire... ça rappelle... Il n'y a pas que le CBD. Voilà. Et non, parce que le chanvre, on peut faire du béton de chanvre, on peut faire des aliments pour animaux, on peut faire des vêtements, on peut faire de l'huile, on peut faire plein de choses. Et surtout, le chanvre permet plusieurs récoltes annuelles, dépollue les sols, etc. C'est le cas aussi du lin, dont la France est quand même un pays leader, voire peut-être le numéro 1, je crois. Mais on peut encourager le modèle agricole à évoluer. Et il faut savoir que nous, ce qui nous intéresse aussi dans cette démarche, c'est de relier l'industriel à l'agricole. On sait que des grands cimentiers vont devoir transformer leur modèle. Le ciment émet énormément de CO2 pour sa fabrication. Ça demande beaucoup de chaleur. Et les cimentiers aujourd'hui, qui sont pressés par les réglementations, doivent complètement envisager de nouveaux processus. Donc, il y a du biociment qui est en train d'être développé par les leaders mondiaux ou nationaux dans ce domaine-là. Et nous, on aimerait pouvoir participer à cette démarche à leur côté, mais pas que. Voilà. Donc et le biociment, évidemment, va s'appuyer sur des végétaux. Donc, on espère réunir tout ça dans le cadre d'une filière qu'on voudrait lancer début 2024, qui, elle, aura une vision nationale. L'idée, c'est Auvergne-Rhône-Alpes et la filière séquestration nationale. Et à ce titre, je profite de ce podcast pour proposer à tous les industriels qui nous écoutent de nous rejoindre dans cette démarche-là, parce qu'en fait, on est à l'échelle 0 du projet et on a besoin de réunir toutes les compétences. Donc, on a énormément de soutien. On a réussi à associer à notre démarche un certain nombre de signataires de la Tribune du Monde qui a eu lieu au mois de juillet, où justement un certain nombre d'entreprises, une 50aine d'entreprises, de chercheurs, de personnes très connues dans ce domaine-là, interpellaient le gouvernement en disant mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi on n'a pas de filière, pourquoi on n'a pas d'action qui est mise en œuvre. Et donc on les a réunis à nos côtés, on a réuni des partenaires financiers, etc. Donc on réunit tout ce petit écosystème pour lancer une filière. Et comme j'ai eu la chance de lancer une filière déjà avec Outdoor Sports Valley, avec un modèle aujourd'hui dont on voit qu'il fonctionne, avec incubateur, pépinière, formation académique, etc. Là, le modèle sera à peu près identique, mais uniquement concentré sur la séquestration carbone. Ça veut dire que IDE rayonne non seulement en Pays de Savoie, mais sur l'ensemble de l'Hexagone, en fait. Alors, pas directement IDE, puisqu'en fait IDE sera un membre de la gouvernance de ce projet de filière en séquestration carbone. On animera la gouvernance, mais le rayonnement se fera de cette filière se fera au niveau national, bien sûr, et probablement que du coup ça permettra à IDE de se faire connaître un petit peu plus largement. Notre ambition sur les autres territoires avec IDE, c'est plutôt d'encourager des gens
à se regrouper dans d'autres secteurs géographiques, en Aquitaine, dans l'Est, etc., pour, comme nous, mettre en place un projet associatif qui réunirait les acteurs économiques de leur propre territoire et créer un réseau d'associations idées, si vous voulez, en quelque sorte. Bien sûr, idées Rhône-Alpes, idées Aquitaine, etc. Enfin, peu importe d'ailleurs le nom, mais l'idée, si je peux me permettre, c'est justement de les réunir et de faire des collectifs. En fait, c'est pas qu'on croit plus à 100% au ruissellement, c'est qu'on pense quand même que l'action sur le terrain sera plus efficace que d'attendre que les choses émanent des États ou des gouvernements. Il faut accélérer, on n'a pas le choix. On l'a dit tout à l'heure, le dérèglement s'accélère, on a dépassé les limites acceptables fixées par l'accord de Paris, et ce, dans un délai absolument incroyable. Donc il est temps aujourd'hui de réunir toutes les bonnes énergies. Et en fait, je ne sais même pas comment on peut envisager un avenir économique si on ne peut pas envisager un avenir écologique. Donc aujourd'hui, j'en appelle à toutes les entreprises qui ont une conscience, en fait. Bien sûr, Rémi. Alors, on a parlé d'un gros chantier pour 2024. Est-ce qu'il y a d'autres grandes dates comme ça qui vont animer l'année prochaine ? Alors, on a de toute façon tous les mois dans notre agenda un événement, et en fait, ce qu'on veut, c'est être acteur permanent du changement. Et donc, tous les mois, sur notre agenda en ligne, on aura des actions qui seront menées. Donc, on a déjà organisé une présentation sur la loi AGEC, le décryptage de la loi AGEC, avec une présentation d'une solution et un témoignage d'entreprise. Tous les mois, on va être sur cette formule-là. On a déjà fait la loi APER également sur l'accélération des énergies renouvelables. Et puis, on est sur des grands projets. On accompagne un de nos membres qui s'appelle Everwatt sur la création de boucles énergétiques sur le territoire. Donc, il y a un projet qui est en train de prendre forme sur le Grand Annecy, dont on est à l'origine avec Everwatt. Et le projet de boucle énergétique, c'est de l'autoconsommation collective. Donc, sur une distance de 2 km de diamètre, la loi autorise les entreprises à se regrouper pour produire et autoconsommer entre elles. Et donc, ça permettra de soulager évidemment les entreprises d'un point de vue économique, puisque le coût de l'énergie sera moins cher. Et ça permettra aussi de répondre aux attentes à la fois du territoire et des entreprises d'accélérer sur les énergies renouvelables. Donc voilà par exemple le type de projet qu'on est en train de mener. Très bien. Et sinon, toutes les animations que vous organisez, les événements sont sur le site. Absolument. Alors, je rappelle simplement l'URL, c'est idée comme une idée sans accent, naturellement, sur le web, _asso.fr. Et bien sûr, le compte LinkedIn. Absolument. Pour terminer, Rémi, on a une petite tradition dans le podcast Rouge et Blanc. Quel est le message que vous souhaiteriez faire passer à nos auditeurs ? Le message, c'est que, au fond de soi, finalement, on a tous une bonne raison de mettre un pied ou un doigt dans la transition économique pour accélérer. Et en fait, c'est plus qu'une question de j'y crois ou j'y crois pas. Je crois qu'on a largement dépassé ce stade-là. Je pense qu'il faut maintenant qu'on se mette en ordre de marche pour tous accélérer. C'est une question de survie pour notre modèle, pour notre vie, pour nos enfants, nos petits-enfants. Et en fait, je crois qu'aujourd'hui, la transition écologique, c'est pas un enjeu uniquement économique, c'est un enjeu de survie. Et cet enjeu de survie, moi, j'aimerais que chacun d'entre nous puisse s'en emparer et apporter sa part du colibri. Pour ma part, comme je l'ai expliqué, je donne mon temps bénévolement pour ce projet. Je souhaiterais que d'autres puissent entendre ce message et nous rejoindre et apporter aussi leur part du colibri. Alors évidemment, la transition écologique, c'est une opportunité économique pour beaucoup. On voit des métiers de consultants se créer tous les jours avec des gens qui peuvent intervenir et aider les entreprises à avancer. Mais ça ne peut pas être qu'une opportunité économique. Ça doit être aussi une prise de conscience qu'on est tous individuellement responsables et que c'est pas la faute de l'entreprise, la faute de l'État, la faute du Chinois ou la faute de l'Américain, c'est notre faute à nous et il faut qu'on avance en ayant conscience que notre impact est assez considérable et que nous, en tant qu'occidental, on a un grand effort à faire pour aider les autres à nous rejoindre dans cette démarche-là et être exemplaires à tous les niveaux. Message reçu, Rémi, en tout cas, et Rouge et Blanc est là pour valoriser toutes ces initiatives personnelles ou collectives. On fera le maximum pour interviewer les acteurs de cette transition. Je serais ravi de proposer aux entreprises membres de l'association de venir à nouveau devant ce micro pour témoigner de ce qu'elles font et justement pour aider cette démarche qui doit être une démarche collective définitivement. En tout cas, nos micros restent ouverts à l'association Idée avec grand plaisir. Merci beaucoup Thierry. Merci Rémi, à très bientôt. À bientôt. Merci.
Vous avez aimé cet épisode ? N'hésitez pas à nous mettre une étoile, donner votre avis sur les plateformes de podcast et partager nos épisodes sur les réseaux sociaux. Si vous désirez nous proposer un invité, une idée d'épisode sur la biodiversité, n'hésitez pas à nous écrire. Abonnez-vous à Rouge et Blanc pour être informé des nouveaux épisodes. À bientôt.